toi, tu as toujours du monde. Pas toujours avec le prix maximum. Mais après, les gens, quand ils reviennent, c'est automatisé avec notre système de calcul dans Smiley. Un client qui passe par un portail, il va se faire taxer en gros. On n'est pas là dans le cadre d'action humanitaire. Il y a une loi du marché qu'il faut intégrer un peu de son temps. C'est sinon... Je préfère louer qu'être vide. En n'intégrant pas la consommation électrique, on permet aux gens d'avoir un prix plus bas. C'est dommage de vouloir vendre trop cher. On ne peut pas travailler pour rien éternellement. Pas très civique dans les temps qui courent, mais c'est leur choix. Il faut faire du remplissage, ça fait connaître. Les gens qui sont venus une fois, j'ai bon espoir. Bonjour, nous voilà pour un nouvel épisode avec Philippe aujourd'hui. Donc on va parler de rentabilité et donc de voir comment vous assurer que vous faites du profit avec vos locations saisonnières. Bonjour Philippe. Bonjour Seb. Alors on parle de profit. Alors dans la location saisonnière, la notion de profit est assez difficile à estimer par rapport à la charge de l'investissement initial. Mais on peut imaginer déjà comment on peut optimiser sa rentabilité. Ce qui pour moi est un petit peu une notion un peu différente. Donc la rentabilité, il va vouloir dire comment on peut faire avec son bien pour avoir un chiffre d'affaires qui soit optimisé par rapport à la possibilité du marché dans lequel on se situe. Et donc de ton point de vue, donc, comment tu regardes l'optimisation de ta rentabilité d'une propriété? Quels sont un peu les axes que tu vas utiliser? Alors, je verrais deux axes principaux. Le premier, c'est une bonne tarification. Bonne tarification, ça veut dire que, au même titre qu'il est dommage de vouloir vendre trop cher des basses saisons où on a peu de chances de remplir, il est aussi un petit peu réducteur de vouloir vendre pas assez cher des périodes où la demande est forte. Donc, pour résumer ça, adapter ses prix en haute saison pour pouvoir tirer le maximum de ce qui est possible de tirer de son prix et en basse saison pour avoir le meilleur remplissage au prix le plus adapté. Ok, très intéressant. Juste pour comprendre un peu ta façon de voir les choses. Donc sur une période où il y a une forte demande, disons période de vacances, période de fête, Ouais. tu mettrais le prix maximum que tu peux louer? Oui, le prix maximum qui va faire que je vais pouvoir rester complet D'accord. ou proche d'un remplissage, un remplissage proche de 100%, mais avec un prix qui soit recevable et acceptable par les clients potentiels. En sachant que là, j'aime bien parler d'une notion qui est le terme des clients récurrents ou des clients en direct. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un client qui passe par un portail, il va se faire taxer en gros de 22% par rapport... Enfin, lui ou nous, mais peu importe. La différence entre ce qu'il paye et ce que nous, on va toucher, si on n'est pas assujetti à la TVA, est de l'ordre de 22% pour une commission présentée apparemment de 15%. Ce qui veut dire que, d'une part, tout intérêt à essayer d'avoir les clients directs, donc ça c'est un moyen de gagner 22% tout bêtement, ou de gagner 15 et de faire gagner 7% aux clients et de faire tout ce qui est possible au milieu de ça. Et puis après, c'est le rapport remplissage-prix. Donc comment remplir pratiquement à 100% avec un prix qui soit le plus élevé en rapport avec le produit qu'on a à vendre. D'accord. Ok, donc bien à penser. Donc réservation en direct finalement, ça permet d'arriver à éviter 22% qui soit pris par cette chaîne, on va dire CCC. Donc techniquement, ce prix-là, il peut être plus fort en direct aussi pour compenser, si j'entends bien. D'accord. Et après, dans tous les cas, période de haute saison, forte demande, voilà, pas vraiment de scrupules à avoir, entre guillemets, à facturer le prix qui est prêt à se vendre. On va dire qu'on n'est pas là dans le cadre d'action humanitaire. On est dans le cadre d'avoir un produit qu'on va vendre et il y a une loi du marché qui fait qu'on va vendre au prix où la demande existe. Voilà. Ok, et maintenant, si on regarde la période de basse saison. Alors, dans la période de basse saison, à mon sens, on a une autre problématique, ou d'autres critères à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut d'abord définir quel est son prix minimum de location par nuit ou par semaine, suivant comment on fonctionne, en intégrant les coûts de ménage, de laverie, etc., chauffage, électricité, un petit peu tout ce que tout le monde connaît. Voilà, nos charges fixes. Les charges fixes. Charges fixes du personnel, c'est du personnel qui intervient, etc. Et une fois qu'on a déterminé ce coût minimum, à partir
Moi, mon raisonnement, c'est de dire, dès lors où je loue plus que ça me coûte, je préfère louer qu'être vide, pour 2 raisons. Parce que d'une part, même si la rentabilité est faible, elle existe, et d'autre part, je crée ma publicité et je fais connaître mon produit à d'autres personnes qui sont des clients qui, dans la mesure où je suis confiant dans mon produit et dans mon accueil et dans mon service, des gens qui sont venus une fois, j'ai bon espoir de les faire revenir. Donc si même sur une semaine, je gagne pas grand-chose, c'est pas grave, dans la mesure où je perds pas. Voilà, c'est mon analyse. On D'accord. pourrait même imaginer que certaines fois, de perdre un peu pourrait avoir du sens, si on tire à l'extrême. Intéressant. Donc, ce que j'entends, c'est pour toi, une nuit pas louée, finalement, c'est une nuit perdue. Et que dans tous les cas, un client qui est venu, c'est un client qui peut revenir et qui va pouvoir en parler. Donc, d'un point de vue même marketing, c'est intéressant parce que tu es vraiment confiant dans ton service. Et donc, une fois que la personne est venue, Voilà. elle va pouvoir revenir en direct peut-être et donc économiser son prochain séjour. Pardon. Elle va pouvoir en parler à ses amis, sa famille. Oui, puis on va avoir des gens en intersaison, c'est des gens peut-être qui sont en retraite de troisième âge, mais ils vont en parler à leurs enfants qui pourront venir qu'en haute saison, et cetera, mais qui sont habitués à des tarifs de haute saison. Enfin voilà, on fait fonctionner la machine et c'est un peu le même principe qu'un restaurant. Quand vous vous baladez sur une croisette ou sur un bord de mer et que vous avez 6 restaurants, un où il y a du monde, un où il y a beaucoup de monde et 3 où il y a personne, vous allez aller là où il y a du monde. Et une fois de plus, pour la location, c'est la même chose. Quand des gens arrivent sur votre planning et se rendent compte que c'est bien complet, et bien finalement, ils ont plus envie de venir là que là où c'est vide. Intéressant. Et donc, comment tu réagis vis-à-vis des remises finalement? Est-ce que tu vas faire des remises? Est-ce que tu fais pas de remises? Si oui, dans quel Moi, par définition, enfin bon, là, si Anna était là, elle travaille beaucoup avec elle, elle sait que quand elle veut une remise, elle m'appelle. Si c'est fondé, je ferai toujours une remise. Parce que si j'arrive 3 jours avant le départ d'une location, que je me rends compte que j'ai 3 nuits, 4 nuits, une semaine de libre, ben, pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Soit on est dans une période de forte demande et au contraire, je peux en profiter pour attendre et au contraire monter mon prix. Parce que je suis sûr qu'il va y avoir de la demande même la veille. Mais quand on est dans les périodes de basse saison, c'est rarement le cas, voire jamais le cas. Donc à partir de ce moment-là, même si mon prix était déjà bas au départ, je suis peut-être prêt, dans la mesure où, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je conserve une rentabilité minimum, ben, je suis fait encore à faire une remise, ne serait-ce que pour faire fonctionner la machine. Ouais, donc pour toi, créer du remplissage, c'est vraiment un peu la clé, quoi. Il faut que ce soit rempli. Dans la mesure où on intègre une partie de Ouais, ça, main-d'œuvre, même si c'est nous qui fournissons le temps, il faut intégrer un peu de son temps. Parce que sinon, si on n'intègre pas une valeur au temps qu'on va passer pour accueillir, etc., faire attention qu'on peut travailler pour rien. On ne peut pas travailler pour rien éternellement. Voilà. D'accord. En gros, connaître son prix plancher, basé sur nos frais fixes, intégrant son temps à soi. Et après, toutes les nuits qui sont à un prix supérieur à ça, s'il y a besoin de faire des remises, C'est pas mieux grave. d'être loué que vide. Mais voilà, faut faire du remplissage, ça fait connaître, ça attire de monde. Voilà. Ok, très bien. Et localement, ça crée une réputation de quelqu'un qui est toujours plein. Ce que je rencontre souvent, que ce soit ici en Grèce, dans les Alpes, voilà. Ils disent: «Mais toi, tu as toujours du monde». Bah, je dis: «Oui, il y a toujours du monde». Alors pas toujours avec le prix maximum, mais après les gens quand ils reviennent, s'ils réservent longtemps à l'avance, ils vont réserver au prix normal. Parce que la remise que je suis prêt à faire 2-3 jours avant, quand ils vont me rappeler l'année d'après, mais 6 mois avant pour venir, je vais dire: «Ben là non, là on est au prix» et souvent, ben, les gens les réservent. Ou ils prennent le risque d'attendre. Mais là, il y en a peu, parce que quand ils ont envie de revenir, s'ils ont été contents, ils réservent au prix normal. Voilà en gros le schéma. Ok, super. Et après, une autre petite astuce que je t'ai vu appliquer plusieurs fois hein, dans les activités, sur des maisons qui sont un petit peu grandes, je sais que des fois, tu vas pouvoir faire des prix différents en fonction de la quantité de personnes. Alors, Donc là, c'est un peu la même logique. Si on a des maisons avec des villas avec 4-5 chambres, par exemple, où la demande en été est plutôt normale et importante, on peut se retrouver en moyenne ou en basse saison avec plus de demandes de groupes de 2 ou 4 personnes. Et à partir de ce moment-là, on risque, si on ne fait pas d'adaptation de prix, à voir nos grandes propriétés vides. Donc là, à l'exception des périodes de haute et très haute saison, dans notre cas, on a un tarif dégressif suivant le nombre de personnes. C'est-à-dire que pour une villa qui est faite pour 10 personnes, donc si les gens viennent à 10 en hors saison, ils auront leur tarif. Mais s'ils viennent à 8, eh ben, ils paieront un peu moins cher. À 6, ils paieront un peu moins cher. C'est automatisé avec notre système de calcul dans Spidey. Et après, on n'a plus à y penser. Les gens, ils mettent leur nombre de personnes, le prix se calcule et qu'ils réservent en direct ou sur un portail, ils ont le prix qui est adapté à leur demande. Mais ça nous permet de rester compétitifs avec des propriétés qui feront que 2 chambres ou 3 chambres, même si on en a 5.
Et une fois de plus, on est rempli au lieu d'être vide. Très intéressant. Est-ce que tu as peut-être un autre point clé que tu aimerais partager sur la rentabilité d'une propriété? Oui, alors il y a un autre point aussi que j'utilise certaines fois dans les périodes de basse saison, c'est que j'inclus pas la consommation électrique, particulièrement en montagne, où des mois de janvier, où les tarifs, en dehors des vacances scolaires, en dehors de Nouvel An, où le tarif peut être assez bas. Et donc, en n'intégrant pas la consommation électrique, qui peut représenter pour le coup une charge importante, électrique ou de chauffage. Électrique, si c'est électrique, tout c'est de chauffage. On permet aux gens finalement qui sont économes d'avoir un prix plus bas. Et les gens qui veulent se chauffer à 27, se chauffent à 27. C'est pas très, on va dire, civique dans les temps qui courent, mais c'est leur choix, mais ils en absorbent aussi le coût. Et ça permet là aussi d'avoir un prix d'appel qui est beaucoup plus bas puisqu'il n'intègre pas ça. Intéressant, donc ça responsabilise aussi beaucoup les voyageurs. Ça responsabilise les voyageurs, ça donne aussi une dimension écologique pour le coup, parce que les gens qui font attention en ont la retombée directe. Ça implique pour ça que vous ayez quand même un comptage d'énergie qui soit individuel par bien. Voilà. Super. Philippe, merci beaucoup. Voilà. Voilà, et donc pour cette petite session sur la rentabilité de votre propriété, en espérant que ce soit très utile. N'hésitez pas à dire que vous avez aimé, à vous inscrire pour en voir plus, et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci. Au revoir.